Bienvenue chez Microcanap, un nouveau média indépendant et gratuit. Je suis Chloé, diplômée d'une école de journalisme et fondatrice de Microcanap. Retrouvez-moi un jeudi sur deux sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et Deezer pour une émission de société et d'actualité française. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter les sujets que vous aimeriez voir abordés. Je vous retrouve tout de suite pour le début de cette émission. Hey! Microcanap! Le débat sur la laïcité inclusive est-il crucial ? Mais quels sont les véritables enjeux de la laïcité à la française aujourd'hui ? Pour démêler ce sujet complexe, je suis accompagnée de Jérôme Grévy, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Poitiers, et de Fabien Marchadier, professeur de droit privé et de sciences criminelles. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. La loi du 9 décembre 1905 établit la laïcité en France en séparant les églises de l'État, exige la neutralité des représentants de l'État et garantit la liberté religieuse dans le respect de l'ordre public. Face à cela, quels défis, contradictions, dilemmes observez-vous aujourd'hui entre la neutralité de l'État et la liberté religieuse ? Alors, si vous me permettez en historien, je vais reprendre. En fait, ça n'est pas 1905, mais c'est 1789. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. Ça a simplement été repris, réaffirmé par la loi de 1905, avec en plus l'article 2 de la loi de 1905 sur le volet financier. Mais sur l'affirmation de cette liberté religieuse, on a bien ce préalable qui a même été un des point nodal de la Révolution. Pourquoi alors réaffirmer cette loi en 1905 ? Pourquoi réaffirmer ? Parce qu'entre-temps, s'était développé tout un courant qui était beaucoup plus hostile à la religion, à toutes les religions d'une manière générale, et qui, d'autre part, pour le volet financier, affirmait que l'État ne devait plus salarier les curés et entretenir les cultes, parce que ceux-ci passaient leur temps à critiquer la République. Donc c'était une rupture, une séparation sur le mode financier, mais pas du tout sur le mode administratif. On y reviendra, je pense. Fabien, alors quels défis et quelles contradictions ou dilemmes vous observez aujourd'hui ? Les défis, les contradictions, c'est quels sont les... C'était un peu l'objet du colloque qu'on avait organisé, c'est quelles sont les limites qui sont apportées aujourd'hui à la liberté religieuse ou qui sont ressenties comme des limites à la liberté religieuse et qui peuvent se rattacher un peu, beaucoup, pas du tout, à la laïcité. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats, de discussions sur ce qu'est la laïcité, ce qu'elle représente aujourd'hui. Est-ce que c'est un outil d'attaque contre la religion ou une religion en particulier ? Ou est-ce que c'est simplement la réaffirmation d'une neutralité de l'État ou d'une protection de l'État contre la religion ? Parce qu'il ne faut pas oublier que le parti catholique au 19e et début du 20e siècle n'attendait qu'une chose, c'était la revanche contre la gueuse de la République. Donc c'est aussi une façon de se protéger contre la religion. La laïcité française, elle est parfois mal interprétée à l'international, et en France, la société est de plus en plus diversifiée sur le plan religieux et culturel. Comment cette diversité, selon vous, influence-t-elle les débats actuels sur la laïcité ? Comment elle devrait, parce que parfois c'est le conditionnel, c'est connaître l'altérité, la différence. Elle doit imprégner le débat, le dialogue, où elle devrait, mais moi, ça m'arrive souvent d'être dans des réunions, on me demande un peu comme historien, mais il peut y avoir des protestants, des catholiques, des juifs, des agnostiques, et ça, c'est vraiment le modèle de cette laïcité ouverte, cette laïcité qui reconnaît la différence et qui respecte l'autre à condition qu'il n'impose pas par prosélytisme sa religion ou sa conviction. Comment définiriez-vous une laïcité inclusive ? Et pensez-vous qu'une telle approche est réalisable en France ? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de dire inclusif ? La laïcité telle qu'elle existe en France, s'il s'agit de dire elle respecte les religions, oui, c'est le principe même de la laïcité qui garantit la liberté religieuse, et même avant 1789, qui garantit la liberté de croire, de ne pas croire, de changer de religion. Et l'État en est même garant, c'est-à-dire qu'il doit protéger les religions qui seraient agressées pour des questions religieuses et non pas pour des questions d'argent ou d'armes. Avant de continuer, je rappelle juste, parce qu'on est bien rentré dans le vif du sujet et je ne l'ai pas encore dit, j'ai réalisé 2 émissions
dans l'une où Fabien Marchalier était présent, sur la laïcité. Donc, je vous mettrai les liens en description si vous vous posez des questions déjà sur tout ce qu'on a dit depuis le début de ce tournage. Je vous invite à aller regarder ces émissions. Il y en a une de 10 minutes, il y en a une un peu plus longue et ça vous donnera les bases pour la suite de cette émission. La présence de sapins de Noël dans les mairies et l'usage du terme Noël plutôt que fête de fin d'année sont source de débat. Pensez-vous que la France réussit à maintenir une véritable neutralité ? Et comment cela affecte-t-il la perception de la laïcité parmi les plus jeunes ? Le sapin, c'est pas vraiment un problème. Noël, peut-être. Non, ce qui est un peu plus gênant, c'est la crèche. Parce que là, le symbole religieux, on peut pas passer à côté. Donc ça, c'est un peu plus gênant. Après, ce qui est aussi gênant, c'est les atermoiements du Conseil d'État, qui ne prononce pas une franche interdiction, mais qui dit que c'est pas souhaitable, sauf si ça se rattache à la culture, à la tradition. Ce serait plus simple de trancher et de dire que les crèches sont un symbole religieux et donc portent atteinte à la neutralité de l'État. Après, le problème, c'est que la perception, l'impression qu'on peut mettre des crèches, mais pas autre chose. Ceci dit, c'est un symbole religieux, mais ce n'est plus un objet de dévotion. Je dis ça parce qu'on confond le culturel et le cultuel. Ces crèches, il n'y a pas de prière devant quand elles sont dans l'espace public. C'est pour ça que ça pose polémique. Bien sûr. Mais bon, il y a une connotation religieuse quand même qui est assez prononcée. Je trouve que ça entretient un peu la confusion sur la laïcité est tolérante avec une certaine forme de culture, qui reste quand même fortement imprégnée de religion, et n'accepterait pas une autre culture, alors qu'il devrait y avoir un seul discours. Le problème, ce sont les symboles religieux et l'affichage de symboles religieux dans un espace public et par une autorité publique. Vous avez quelque chose à ajouter, Jérôme ? Non, mais je partage cet avis. Mais c'est surtout le regard que l'on porte dessus qui en fait un objet fort de piété, de dévotion, ou au contraire simplement un élément de décor. Donc il y a des lieux où ça passe très bien parce que ça fait partie de la culture. Moi, j'ai vécu en Italie. Dans les écoles publiques, il y a une statue de la Vierge à l'entrée. Et même les plus athées tiennent à ce que ça reste. Et c'est pas la même laïcité en Italie. Voilà, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État. Il y a un concordat, mais le concordat, c'est... Vous pouvez expliquer ce que c'est un concordat pour les personnes qui nous regardent et nous écoutent ? Le concordat a été signé en 1802 en France, et il y en avait eu avant. En fait, c'est un accord international entre un État, la France, la République, ou bien c'était à l'époque le consulat, et puis le Saint-Siège, ou ce qu'on appelle couramment la papauté. Donc en fait, c'est plus un traité diplomatique, on pourrait dire, au sens formel du terme, mais ça a eu une incidence sur la vie de l'Église, parce que le premier consul, Bonaparte, qui n'était pas encore Napoléon, avait rajouté ce qu'on appelle les articles additionnels qui s'appuyaient sur ce traité-là pour dire comment allait être organisée l'Église en France. Donc en fait, c'est une décision étatique, mais qui a une influence sur l'organisation religieuse. Et c'est quoi du coup cette décision étatique ? Alors c'était le fait qu'il y ait un curé pour chaque paroisse, qu'il y ait un évêque pour chaque diocèse, qu'il soit salarié par l'État, et surtout, c'était reconnaître que l'État était désormais supérieur à l'Église. C'était bien, c'est pour ça que je dis que c'était déjà une séparation, c'était bien distinguer les fonctions. Il ne peut pas y avoir de mariage religieux dans les pays laïcs s'il n'y a pas eu auparavant un mariage devant Monsieur le maire, un mariage civil. Je veux juste revenir par rapport au sapin de Noël. Oui. Donc sapin de Noël, ok, mais fête de fin d'année, c'est mieux ? Si on va être puriste, mais enfin, le problème, c'est pas qu'on parle de Noël. C'est comment les représentants de l'État et l'État s'affichent ou se positionnent par rapport à cette tradition ou à cette tradition. La crèche me semble poser plus de problèmes ou suscitera de toute façon plus de discussions qu'un sapin. Je sais pas si on peut faire juste un parallèle avec l'actualité. C'est peut-être aller un peu loin, mais quand un président de la République, mettons de la France, souhaite afficher sa solidarité avec une communauté qui a été meurtrie, il est quand même curieux qu'il ne participe pas à une marche
universel en soutien à cette population, mais qu'ils préfèrent fêter une fête religieuse au sein du palais de l'Élysée. Ça, c'est curieux. C'est très curieux. J'ajouterais sur la crèche que les milieux religieux sont les plus circonspects pour qu'il y ait des crèches dans les écoles, en disant que c'est pas leur place ni leur rôle. Donc c'est une demande peut-être de quelques milieux croyants, mais je pense pas en général. C'est plus la dimension culturelle qui est mise en avant par ceux qui le demandent. C'est rarement des gens qu'on appelle aujourd'hui, vous connaissez le terme, pratiquants, c'est-à-dire qui sont des dévots ou des gens pieux. C'est plus ceux qui manifestent ainsi un petit attachement à la tradition familiale ou régionale de la religion. Et ma question aussi, c'était comment cela affecte-t-il la perception de la laïcité parmi les jeunes? Parce que c'est finalement assez flou, du coup. Bah oui, ça devrait pas l'être. Et la perception, mais pas seulement pour les jeunes. C'est vrai qu'on s'interroge. Pourquoi est-ce que y a les crèches et pourquoi pas autre chose? Alors, je suis pas très spécialiste dans les symboles religieux, mais oui, ça crée quand même un contraste assez important entre l'interdiction du voile, par exemple, et la possibilité d'installer des crèches. Enfin, d'ailleurs, possibilité qui est admise du bout des lèvres par le Conseil d'État avec cette distinction un peu fumeuse entre la religion et la culture. Donc ça crée un malaise qui ne devrait pas exister. D'ailleurs, la première interdiction des images religieuses vient des milieux religieux. C'était oui. Au sein de la chrétienté, ceux qui disaient que c'était une idolâtrie. On adorait des images, alors que Dieu étant tout-puissant, invisible, on ne devait pas le représenter. Donc, voilà. Et disons que ça rappelle aussi cette idée que la France, fille aînée de l'Église, mais la fille aînée enfin, depuis 1789, elle l'est plus. Elle a rompu avec le père. Là. Et justement, Jérôme, dans votre livre « Le cléricalisme, voilà l'ennemi », vous démontrez très clairement les défis rencontrés et les conflits sur le plan sociétal et politique. La France, elle a des racines chrétiennes profondes. On célèbre encore beaucoup de fêtes chrétiennes. Nos jours fériés sont liés en majorité aux fêtes chrétiennes. Est-ce que ça complique un peu cette application de la laïcité à la française et aussi cette compréhension encore de cette laïcité? Alors là, c'est le poids de l'histoire. Et je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, pardon, je vais prendre un vocabulaire religieux, défendre ma discipline. C'est effectivement parfois seulement des traces, d'autres fois des monuments encore debout de ce passé. C'est toujours un débat sur le thème de la table rase. Est-ce qu'on doit balayer d'un revers de main tout le passé pour construire du neuf, ou bien est-ce qu'on admet que ces survivances, ces traces, sont des éléments de notre identité? Là, on est dans une question d'opinion plus que d'argumentation décisive pour tous. Oui, parce que la table rase du passé, enfin 1789, il n'y a pas que des côtés positifs dans cette période. Je dirais volontiers que pour la période que j'ai étudiée, et ça vaut pour aujourd'hui, soit on peut mettre des adjectifs pour comprendre, soit mettre le pluriel. C'est-à-dire que derrière le mot de laïcité, souvent, chacun met un peu ce qu'il entend. Oui. Et il y a, en gros, pour moi, trois groupes. Il y en a qui... dans le rapport entre l'État et la religion. Il y en a qui pensent théocratie, ça veut dire que c'est la religion qui doit gouverner le pays et avoir la mainmise sur toutes les facettes de la société. Ça, je pense que dans notre société actuelle, c'est abandonné. Et puis, il y a un côté qui est plus libéral, c'est peut-être cette laïcité inclusive, et puis un côté qui est plus agnostique, c'est-à-dire qui voudrait que la dimension religieuse soit vraiment strictement confiné au privé, voire même éradiqué. Et ceci se voit dans le débat de 1905, que j'ai étudié de près. Et aujourd'hui Émile Combes. Émile Combes, Maurice Allard, un député qui dit... En gros, il a dit, c'est une mauvaise loi, je vais quand même la voter parce que c'est une étape avant que la religion disparaisse. Vous l'expliquez d'ailleurs, ça, dans votre livre. J'essaye, c'est bien si c'est... Je l'ai compris. Fabien, vous avez un peu tiqué quand Jérôme a expliqué le principe de théocratie.
Ou du moins qu'il était abandonné. C'est ça. Moi, je crois pas. Oui. Je crois qu'il y a une frange de la société, enfin, tant que la religion sera là, il y aura un objectif politique, parce que c'est pas simplement une foi, c'est aussi un instrument de contrôle social qui donne des pouvoirs à un certain nombre de personnes, à une organisation ou à des personnes qui sont plus ou moins structurées. Et cet outil de contrôle social, ceux qui le tiennent souhaitent son extension et souhaitent contrôler la société et la vie des gens. Il y a eu le cas, il n'y a pas longtemps, avec la révélation, je crois que c'est par le quotidien Libération, de Périclès, par Monsieur Sterrin, je crois, qui en fait a racheté des journaux et qui avait comme optique de... par son influence, diffuser des valeurs chrétiennes et républicaines. Oui, mais ça ne concerne pas que le catholicisme ou la chrétienté. Parmi des jeunes qui se revendiquent musulmans, j'avais vu passer des chiffres qui paraissaient totalement fous, où il y avait, peut-être pas une majorité, mais enfin ça paraissait une proportion assez substantielle, qui pensent que la loi religieuse est supérieure à la loi civile. Et en France, c'est pas le cas. Ah bah non, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. D'ailleurs, les premiers à avoir défendu la loi de 1905, c'est les évêques de France, en disant que voilà, chacun avait son domaine et on ne devait pas confondre les rôles qui étaient remplis par les ecclésiastiques et les préfets ou les ministres. Oui. Et il y a très peu d'États, finalement, où la loi religieuse gouverne la société. Après, vous avez des États dont les institutions civiles, juridiques, le droit de la famille sont influencés, inspirés par des données religieuses. Mais ce n'est pas l'application du texte religieux purement et simplement. C'est pour ça que c'était très bien dit tout à l'heure, Jérôme, quand vous avez expliqué qu'il y a le culturel et le cultuel. Notre culture française, effectivement, elle est basée sur notre passé, sur notre vécu en tant que nation française. Donc, il y a forcément des inspirations de certaines lois qui sont issues de notre histoire, non ? Si. Et même beaucoup d'éléments de la vie quotidienne. On ne le connaît pas tout. Le fait d'avoir des heures, le fait d'avoir un lavabo, de faire la vaisselle, tout ça, c'est un vocabulaire religieux, cultuel, avant de devenir culturel. Je ne savais pas du tout pour le lavabo. Le lavabo, ça veut dire je me lave. On se lave les mains avant d'accomplir le rite de consécration de l'hostie dans la religion chrétienne. Je voulais revenir sur la notion de laïcité inclusive. Aujourd'hui, la majorité des Français ne s'identifient plus à une religion, mais continuent de célébrer, et vous l'avez dit tout à l'heure, des fêtes religieuses pour se retrouver en famille. Le risque d'une laïcité inclusive pourrait-il être de voir disparaître ces célébrations familiales ? Ou pensez-vous au contraire que la laïcité devrait évoluer pour inclure des jours fériés de différentes religions pour refléter notre diversité culturelle actuelle ? Sur les réunions familiales, de toute façon, la laïcité n'a rien à voir, puisque la laïcité, c'est un principe d'organisation de l'État, donc ça concerne les institutions publiques, donc les gens peuvent se réunir comme ils veulent et fêter ce qu'ils souhaitent. Après, effectivement, il y a le poids de l'histoire sur quels sont les jours fériés et laisser du temps libre pour accomplir tel ou tel rite religieux. C'est selon vous ? Selon moi, il faudrait une évolution pour laïciser cette organisation sociale-là, parce qu'elle crée des revendications cultuelles, et voilà, moi je trouve que le glissement est aussi un peu dangereux, parce qu'on fait passer le cultuel pour du culturel, et ça devient une identité, et si on conteste le culte, en fait, on conteste la culture, donc la personne, et donc on dérive assez facilement sur des accusations de xénophobie ou de racisme. Et ça, c'est ce qui me paraît le plus dangereux, en fait. Alors qu'il y ait des éléments culturels dans les racines religieuses de tel ou tel État, d'accord, en faire une culture à part entière, faire de la religion une culture et une identité me paraît extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Ce serait une société très syncrétique, c'est-à-dire qui mélangerait un peu toutes les religions. Il y a des pays, des étudiants que j'ai à l'université qui sont sénégalais, c'est majoritairement musulmans,
Et il y avait une chrétienne quand on en discutait qui dit « Mais moi, je fête Pâques, mais après, on fête ensemble les fêtes musulmanes et tout le monde aime bien ça, parce que comme ça, on a plus de fêtes. » Ce qui est important, c'est justement de voir dans quel esprit c'est fait, si c'est un esprit exclusif ou un esprit d'accueil et d'ouverture. Oui, c'est plutôt les religions qui devraient être questionnées sur leur aspect inclusif ou exclusif plutôt que la laïcité. Est-ce que le fait de vouloir inclure dans notre société des jours fériés, par exemple, pour toutes les religions, ça pourrait être... Mais dans la mesure où il n'y a pas de définition de la religion, ça risque de faire beaucoup. Oui, parce qu'on n'est pas récemment, il y a des sectes qui ont été reconnues comme des religions. Donc... Ouais. Mais en fait, ça revient à reconnaître que l'État n'a pas à s'occuper de ces aspects-là. Même en Italie, qui pourtant a une dimension laïque, il n'y a plus de jeudi de l'Ascension. Oui, c'est ça. Donc finalement, est-ce que ce ne serait pas simplement supprimer nos jours fériés? Les supprimer, peut-être en choisir d'autres. C'est des dimanches. Ah, vous voulez travailler le dimanche alors, hein? Je vous vois venir. Mais effectivement, j'aime travailler, mais quand même. Ça, je pense... Oui, parce qu'après, effectivement, on peut questionner chaque aspect de la vie. Pourquoi le dimanche plutôt que le jeudi Il y avait des étudiants à Sciences Po qui avaient dit on ne veut plus que les galops d'essai, les petits examens, soient le samedi, parce que notre religion nous interdit de faire quoi que ce soit le samedi. Alors, le directeur avait dit au nom de la laïcité, je ne peux pas écouter ça. Ils disent mais alors pourquoi c'est le dimanche, il n'y a pas de cours Et là, c'est le lien justement entre le culturel et le cultuel. Ouais. Après, du coup, dans notre culture, le week-end, c'est important. Ah, mais oui, mais complètement. Après, le week-end pourrait être un lundi et un mardi, il n'y a pas de souci. Mais à Djibouti, c'est vendredi, samedi. Voilà. Le dimanche est travaillé. Donc, est-ce qu'on serait prêt, en France, à changer tout ce fonctionnement-là, que ce soit par exemple le week-end, le vendredi, samedi, et que ce soit plus le jour férié soit plus le jeudi de l'Ascension, mais un mardi quelconque? Ça, c'est un aspect sociétal, je dirais volontiers, et je pense qu'on va vers ça à cause de la flexibilité dans les contrats, dans les RTT, les vacances. Alors, je ne sais pas à quelle rapidité, mais on voit que des phénomènes comme le confinement ont accéléré le fait qu'on n'était pas obligé de venir 5 jours sur 7, de 8h à 7h le soir. Donc, voilà, c'est plus la société qui impose ça que la religion ou l'État. Oui. Non, j'allais dire, mais oui, effectivement, enfin, je veux dire, l'organisation des journées évolue. Avant, les clochers étaient là pour rappeler le temps de la prière, y compris sur le temps de travail. Et puis on s'en est éloigné. Et aujourd'hui, ça revient, voilà, avec des revendications sur il faudrait faire des pauses pour respecter des rites religieux. Mais là, c'est la sphère privée. C'est pas la question, la question étatique. Là, ça c'est des rapports privés. Ça, c'est différent. Une récente enquête a montré que beaucoup de jeunes trouvent les lois françaises sur les signes religieux discriminatoires et favorisent l'islamophobie. Les jeunes préféraient un modèle plus inclusif, comme celui anglo-saxon. Comment pensez-vous que l'âge et la composition du Conseil d'État affectent leur perception de la laïcité? Et croyez-vous que ces perceptions influencent la manière dont les lois sont interprétées et appliquées aujourd'hui? La question n'est pas simple, on s'est regardé tous les deux. Moi, je suis vraiment persuadé, je le disais un petit peu tout à l'heure, que c'est la manière dont on considère un objet religieux ou un signe. Il y a des multiples situations où c'est anodin, personne ne le voit, puis il y a des moments où c'est pris, au contraire, comme les crucifix qui sont brandis ou d'autres armes. Il y a des sociétés qui sont plus tolérantes que d'autres, qui n'y voient pas de mal. Même aux États-Unis, c'est une sorte de grand marché de la religion. C'est-à-dire qu'on choisit son église, son pasteur, il y a une sorte de mise en concurrence des églises, et puis les lieux plus de tradition catholique tiennent à la hiérarchie au sens étymologique du terme, c'est-à-dire un ordre sacré, une sorte de pyramide où la décision est prise en haut et la règle doit être appliquée par tous. Notre société n'est peut-être pas prête à accepter tout ce qui est différent par peur justement d'une sorte d'embrigadement, d'emprisonnement. Et là, je pense, je parle en tant que pédagogue, le rôle des enseignants, du plus jeune âge jusqu'à l'université,
d'apprendre justement à la fois le respect de l'autre et puis... la tolérance. Voilà, la tolérance. L'esprit critique. L'esprit critique avant tout, oui. Parfois, ces débats sont un peu biaisés. En fait, on renverse les problématiques. On va dire, par exemple, la loi est offensive. Il ne faudrait pas que le législateur fasse la police du vêtement. Mais quelqu'un qui va porter un vêtement religieux, c'est quoi? C'est un phénomène de mode? Non, mais c'est-à-dire que la police du vêtement, elle est organisée par quelqu'un d'autre, par un pouvoir privé, un pouvoir religieux. Donc elle est là, la police du vêtement. Je ne sais pas si ça peut se rattacher vraiment à la notion de laïcité, je pense pas. Je pense que c'est autre chose. En fait, il ne faut pas mettre la laïcité là-dedans. Mais la préoccupation du législateur, c'est les préoccupations de favoriser l'émancipation. Il me semble que l'école est le lieu de cette émancipation pour les personnes. Émancipation par rapport à sa famille, par rapport à son milieu social, par rapport à la religion de sa famille. Donc c'est pour ça que ce lieu doit être le plus possible préservé de ces influences-là. Les personnes qui composent le Conseil d'État, est-ce qu'elles sont loin justement de ces jeunes? La société évolue, change, il y a beaucoup de choses qui... Voilà, d'où les nouveaux débats aussi sur la laïcité inclusive et à quoi doit ressembler une laïcité inclusive. Est-ce que vous pensez qu'il y a un fractionnement qui est en train de s'opérer tout simplement, et sinon que ce décalage pourrait simplement favoriser une mauvaise perception de la laïcité chez les jeunes? Mais dans ce qu'on observe, moi je dirais qu'effectivement, il y a un aspect générationnel. Il y a la génération de ceux qui sont à ces postes décisionnels, ont été imprégnés du modèle républicain pour lequel la religion devait rester strictement dans le privé. Et par contre, de la part des jeunes générations, quelle que soit la religion d'ailleurs, il y a une affirmation identitaire plus forte. On voit depuis quelques années seulement des jeunes femmes avec le voile. Ça a été un débat chez nous. Et une collègue avait dit, je préfère qu'elles viennent chez moi m'écouter que dans des officines où on leur dira d'autres choses qui ne développent pas l'esprit critique. C'est une réflexion justement sur ce que l'on peut apporter. Et là, pour l'instant, moi, j'en reste à ce constat qu'effectivement, il y a davantage une demande identitaire. La religion n'est pas seulement du fort interne, mais aujourd'hui, dans les jeunes, elle demande à s'exprimer et ça surprend souvent le personnel ecclésiastique lui aussi. Je ne sais plus si c'est aux États-Unis ou au Royaume-Uni, je pense que c'est au Royaume-Uni, où un élève sikh souhaitait venir avec l'habit traditionnel, y compris le couteau. Et il avait obtenu gain de cause? Il a obtenu gain de cause. En France, je pense que ça ne serait pas possible. Mais voilà, sur d'autres aspects, par exemple, il y a eu aussi un autre contentieux sur les sikhs qui s'opposait à la loi imposant le port du casque à moto. Parce que c'est pas possible. On peut pas porter le turban et un casque. Bon, ils n'ont pas eu gain de cause. Question de sécurité routière. Mais là aussi, c'est une manifestation. Alors, c'était des conflits au Royaume-Uni, de la sécularisation, mais qui est quand même un point important de... Sécularisation pour les personnes qui nous Alors, écoutent. La sécularisation, c'est un peu... c'est la laïcité anglo-saxonne. Enfin, même si j'utilise pas le mot n'existe pas. Ils sont séculiers. C'est des régimes séculiers. Donc, c'est aussi une forme de séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire qu'il y a un droit étatique qui n'applique pas le droit religieux. Mais qui est beaucoup plus dans une attitude de bienveillance envers les religions ou de reconnaissance de l'identité religieuse qui n'est pas le modèle d'organisation sociale français. Sécularisation, parfois on dit laïcisation, c'est pas tout à fait la même chose, c'est un processus qui fait que le religieux, tout ce qui manifeste une appartenance religieuse, est moins visible dans la société. Autrefois, dans les salles de classe, il y avait forcément un crucifix et même les non-croyants le regardaient. Maintenant, ça ne se fait plus. Les hôpitaux avaient toujours une forte présence religieuse. Aujourd'hui, il y a une chapelle, mais ça n'est pas imposé à tous. Donc, c'est ça la sécularisation, c'est l'évolution de notre société. Or, il se trouve qu'il y a effectivement un mouvement, je ne sais pas s'il est de fond, mais un mouvement de contestation de cette sécularisation. Mais il faut quand même garder à l'esprit que la sécularisation du droit, qui accompagne des mouvements sociaux. Ça veut dire le divorce, ça veut dire la possibilité d'établir une filiation avec son père, même si les parents ne sont pas mariés, ça veut dire l'interruption volontaire de grossesse, ça veut dire l'accès à la pilule, ça veut dire le droit de vote.
Voilà, il ne faut pas non plus réduire la sécularisation, la laïcisation ou la laïcité à juste un problème de voile à l'école. Oui, à trop réduire le débat, je crois qu'on ne mesure pas bien, en fait, quelle force émancipatrice et quelle liberté apporte ce principe d'organisation sociale. Certaines critiques de la laïcité inclusive suggèrent qu'elle pourrait diluer les principes républicains de neutralité et d'universalisme. Alors, je vais juste expliquer quelles sont les critiques. Il y en a qui affirment que la laïcité inclusive pourrait diluer donc ces valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité, par exemple en permettant des signes religieux ostentatoires dans les espaces publics ou les écoles. Certains affirment que la laïcité inclusive pourrait mener à une fragmentation de la société en accordant des concessions spécifiques à divers groupes religieux. Et enfin, certains disent que la laïcité inclusive pourrait encourager le communautarisme où les groupes religieux et culturels forment des communautés séparées avec peu d'interaction. Voilà, en bref, certains courants de pensée. Comment on peut répondre à ces préoccupations-là ? En rappelant la séparation du spirituel et du temporel. C'est-à-dire ? La religion s'occupe d'affaires religieuses, de spiritualité, de foi, et pour le reste de la vie sociale, c'est une organisation universelle qui ne reconnaît pas quelqu'un en fonction de sa religion, ni en fonction de son sexe, mais qui reconnaît simplement des citoyens, des individus qui ont certains droits, qui peuvent accéder à certaines prestations et qui doivent respecter les lois que la société s'est données par la voix de ses représentants. Oui. Donc, autant vous dire que moi, l'idée d'accommodement raisonnable, oui, dans la tradition anglo-saxonne, ça existe, mais quand on voit les réalisations, moi, ça m'inquiète. Pourquoi ? Un exemple parmi d'autres, un couple gay commande un wedding cake et le pâtissier refuse de livrer le wedding cake parce que c'est une atteinte à ses convictions religieuses. Et il demande des accommodements raisonnables. Parce qu'il estime que les lois antidiscrimination sur l'orientation sexuelle sont faciles à respecter pour les gens qui ne sont pas d'obédience chrétienne, mais pour lui, qui est chrétien et fermement convaincu que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme, et pas de deux hommes ou pas de deux femmes, c'est insupportable. Et il demande un accommodement raisonnable, c'est-à-dire la possibilité de refuser une commande passée par un consommateur. Si on reprend la situation, c'est un consommateur qui souhaite acquérir un bien et l'accès à ce bien va lui être refusé en raison de son orientation sexuelle. Mais imaginez une seconde que la même situation se présente, mais que le motif du refus soit la couleur de peau, la race. Mais ce serait inadmissible. Mais là, c'est la religion. C'est pour ça que dans l'administration notamment, le droit de retrait, c'est pas moi qui décide, mais je fais part de l'inquiétude que me provoque telle ou telle attitude. Et puis, c'est discuté en haut lieu. Et s'il y a besoin, on remonte pour trancher. Mais je ne peux pas me retirer sous prétexte qu'il y a quelqu'un qui aurait le voile ou qui aurait une croix sur son ordinateur. Comment expliquer aux jeunes alors ce que c'est ? Parce que les jeunes générations sont, comme on disait tout à l'heure, dans une revendication identitaire. Oui, mais c'est ça le problème. C'est la revendication identitaire, une identité qui repose sur quelque chose d'aussi, mais relatif, friable que la religion. En quoi ça détermine une identité, la religion ? Et puis quelle identité d'ailleurs ? Ça veut dire quoi ? Il faudrait des lois pour chaque communauté et on arrive effectivement à une société complètement morcelée où chacun sa communauté, chacun son droit. Après, effectivement, la religion est une affaire privée. L'État, l'organisation étatique en France, c'est qu'il ne reconnaît aucun culte. Ça ne veut pas dire qu'il les reconnaît tous. Il n'en reconnaît aucun. Comment justifier le financement public significatif des écoles privées qui sont principalement catholiques au regard de la séparation de l'Église et de l'État ? Pas. On peut, non, de ce point de vue-là, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le justifier, c'est une dérogation. On peut l'expliquer historiquement. Alors, historiquement, voilà, on peut l'expliquer historiquement. Et fiscalement. Voilà, et fiscalement, mais ça, voilà, il y a une explication. La laïcité à la française, elle est parfois perçue comme une arme contre certaines communautés religieuses. Cette perception peut renforcer les tensions sociales et accroître les divisions. Est-ce qu'on peut parler à l'heure actuelle de laïcité exclusive et de non-respect de la laïcité ? Moi, je dirais que la laïcité attaque toutes les religions. La laïcité est exclusive quand elle pense que certaines expressions religieuses outrepassent la liberté des autres et confinent au prosélytisme.
On parlait de différents modèles de laïcité. Est-ce que pour conclure cette interview, vous pouvez nous citer quelques modèles de laïcité qui existent en comparaison de la France dans le monde? Ça serait là encore le pluriel. Je crois que le modèle français est assez atypique parce qu'il y a des religions d'État encore. Ouais. Il y a des pays où l'État intervient beaucoup plus dans la gestion du religieux. En Allemagne, quand on fait sa déclaration d'impôt, on dit sa religion parce qu'on paye un impôt religieux. Les États anglo-saxons, les fonctionnaires ont la possibilité, enfin certains fonctionnaires, peut-être pas tous, mais ont la possibilité d'afficher des signes ostentatoires de religion. Est-ce qu'il existe des modèles de laïcité inclusive ? Ça dépend ce qu'on entend par inclusif. Voilà, c'est parce que la France est un système inclusif. Si l'idée est de se dire que n'importe qui peut avoir n'importe quelle religion. Je vous remercie à tous les deux d'être venus. Merci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me proposer des idées de sujets en commentaire et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Microcanap. Et puisque l'émission sort toutes les 2 semaines le jeudi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau sujet. Je vous remercie d'avoir écouté l'émission. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Microcanap. Microcanap est aussi présent sur Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort toutes les 2 semaines le jeudi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau sujet.